Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale dans laquelle je vais parler de la reine Victoria. Donc c'est la première reine je crois d'Angleterre si je me trompe pas. Bon, j'ai pas toutes les informations, j'ai pas tout vérifié parce que ça prendrait trop de temps. Mais en gros, Queen Victoria c'est la reine qui représente une partie de l'histoire, parce que son nom a été donné à l'époque victorienne en fait. Donc quand elle est née, 1819, quand elle a pris le pouvoir surtout, elle était très jeune, elle avait 16 ans je crois. Et dans sa charte en fait, on voit l'influence que la Grande-Bretagne à l'époque, qui était en gros l'équivalent des États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils avaient un contrôle presque total déjà sur le monde en fait. Enfin, ça commençait à devenir total, ils n'étaient pas encore maîtres du monde, on va dire, les Anglais à l'époque. Et il y avait des résistances. Et en gros, la reine Victoria, elle est arrivée dans cette époque-là où l'Angleterre, ils avaient une hégémonie économique sur le monde qui était presque totale. Et il restait juste les Chinois qui étaient encore en opposition, et la Russie. Donc en gros, en 1830, 1836-1830, on a des guerres qui sont liées à cette époque-là en fait, à cette époque victorienne où il y a vraiment comme une guerre mondiale presque déjà en fait. Et du coup, il y a des événements qui sont particuliers, donc notamment la guerre de l'opium qui a commencé en 1939, donc quand la reine, elle avait 17 ans. Non, plus que ça. Bon, on fait le calcul, en 20 ans, elle avait exactement 20 ans. Et du coup, dans ces guerres-là, c'est la Chine qui perd à chaque fois. Il y a deux guerres de l'opium, et en gros, on donne ces dates-là, mais comme c'est des guerres qui sont sur le très long terme, il y a des conflits armés au bout d'un moment, mais il y a aussi des conflits politiques, et qui sont pas écrits dans les dates en fait, et qu'il faut vérifier parce que c'est pas aussi évident que ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en gros, j'ai un peu vérifié certaines choses et j'ai comparé aussi beaucoup à ce qui s'est passé, à ce qui se passe avec le monde d'aujourd'hui. Du coup, en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai regardé des dates qui sont, à mon avis, des dates clés, parce que il se produit certaines choses en fait, à certains moments de l'histoire. Par exemple, je vais prendre la date de 2002. Donc là je vais parler d'aujourd'hui et faire le rapprochement ensuite vers le passé. Du coup en 2002, il y a quelque chose de spécifique qui s'est passé, c'est qu'il y avait une conjonction entre Saturne et le point d'éclipse Rahu. Et en gros, moi ce que j'ai fait, j'ai cherché toutes les conjonctions où exactement on a le degré, exactement le même degré entre Rahu, qui est le point d'éclipse que j'ai mis en noir ici, et Saturne, la planète qui est en marron. Et en gros, à cette époque-là, bon, je vais mettre ce cadre-là, ça va être plus facile à voir les dates avec ce cadre-là. Et en gros, Saturne il bloquait le signe de Gémeaux, et en 2002, c'est juste avant le 11 septembre en fait, et il y a eu plein d'attentats à cette époque-là, il y a eu du coup plein de terrorisme, et c'est une date clé en fait. Et je vais revenir là-dessus, mais pour l'instant je vais expliquer quelque chose. En fait, pourquoi je cherche cette conjonction-là? Parce que la conjonction de Saturne et Rahu, ça prend beaucoup de temps pour arriver en fait, parce que Saturne c'est une planète qui avance très lentement. Et du coup en fait, les années précédentes, le Saturne il commençait déjà à se rapprocher du signe de Cancer, de Gémeaux plutôt. Et en fait les deux parce que Rahu il va dans le sens inverse et Saturne il avance comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, les deux se rencontrent, et ils se rencontrent dans un signe qui semble aléatoire en fait. C'est pour ça que j'ai mis toutes ces dates ici. Par exemple, si on regarde l'année d'avant, c'était en 91. Et en 91, pareil, il y a plein d'événements qui se produisent, mais ici c'est un peu plus stable parce que Saturne il est bien placé dans ce signe-là. Donc il y a certaines années où ce conflit en fait psychologique, hein, parce que Saturne c'est la planète de la psychologie en grosse partie, c'est la remise en question de l'ego. Et en gros, dans la plupart de ces périodes-là, si on prend une des pires périodes, c'est mai 68.
Et ici, Saturne, il est très mal placé, celui dans le signe de Bélier, sa débilitation, comparé à Capricorne en 91. Il y a une voiture qui passe, je profite pour boire un petit peu. Alors, du coup, on revient, s'il n'y a pas de voiture qui continue à passer, on revient sur Saturne ici, dans le signe de Bélier, en 68. Ici, bon, j'ai pris la période où c'était le plus franche, hein, mais ça avait déjà une influence quelques années auparavant, sauf qu'on ne le remarquait pas, parce que ça avance très lentement. Donc tous ces signes-là, ils étaient bloqués en partie par Saturne. Et si on revient une année en arrière, on voit le point d'éclipse qui est là. Donc le signe de Taureau aussi, il a pris en 67, et après en 68, et même en 69, il y a toujours l'influence qui se produit. Et en gros, 68, c'est une année assez clé. Bon, il y a la guerre du Vietnam juste avant, ou qui n'était pas encore finie, je sais plus. Mais c'est pas de ça que je veux parler principalement, même s'il y a ça aussi. Il y a le conflit avec les Russes, parce que c'est la guerre froide. Et les États-Unis, en 69, ils sont allés sur la Lune. Ou du moins, supposé qu'ils sont allés sur la Lune. Donc il y a cette propagande-là un peu d'aller sur la Lune et de montrer que c'est nous les plus forts. Donc le côté Bélier qui ressort beaucoup en fait en 69, où on va dire l'énergie qui restait de 68 et qui s'est propagée un peu en 69. Si on regarde en 69, on a Raoult dans le signe de Poisson et ça. Mais en 68, on a aussi la grève en France. Les 68 arts, donc une période qui est spéciale. Et en fait, toutes les personnes qui sont nées en 68, ils ont cette énergie-là de 68. Et c'est une énergie de révolution parce que Saturne, il est très mal placé. Et du coup, il y a beaucoup de problèmes dans cette période-là. Et en fait, ça, c'est dû au fait qu'il y a cette conjonction entre Saturne et le point d'éclipse dans le signe le plus difficile pour Saturne. Du coup, voilà pourquoi cette période-là, elle est très difficile. Mais en gros, j'ai regardé toutes les périodes difficiles de l'histoire, et certaines sont moins difficiles que d'autres. On a par exemple, ou moins visibles, parce qu'il y a beaucoup de paranoïa, beaucoup de peur, et les gens ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe vraiment. En 68, les gens ils n'ont pas remarqué forcément que les conflits qu'il y avait à cette époque-là allaient prendre une importance énorme en fait mondialement. Si on regarde en 79, qui est une période clé aussi à mon avis, et c'est là où le sida il a commencé à apparaître dans ces années-là. Et là on a le signe de Vierge qui est lié à la santé, qui est bloqué du coup, et Poisson donc on a ces deux là en même temps, on a Poisson et Vierge quand il y a le point d'éclipse ici, là on a l'impression que c'est bloqué ici, mais il y a aussi ici que ça fout la merde. Sauf que c'est très compliqué à expliquer, sachant que j'ai déjà pas mal expliqué dans d'autres vidéos. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a, dans cette période-là, il y a beaucoup de paranoïa. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, et il y a un gros foutoir, et on va dire que c'est dans la prochaine période où ces deux points d'éclipse, ces deux Saturne et Raoult se rencontrent et il y a une conjonction, c'est dans cette période-là où les gens commencent à se rendre compte de ce qui s'était passé avant. Par exemple, lors du 11 septembre, beaucoup de personnes n'ont pas remarqué qu'il y avait une importance énorme, mis à part le fait qu'il y a eu des morts, il y a eu une importance énorme. Et si on regarde par exemple le 13 en 2013, on a aussi quelque chose qui s'est produit ici dans le signe de Scorpion. Et le signe de Scorpion, il est très caché aussi. Et il y a des choses qui ont été révélées en 2013, il y a beaucoup d'événements qui sont produits à cette époque-là. On a notamment la création du Bitcoin, donc le signe de Taureau, l'argent. Donc on a essayé de créer de l'argent qui n'est pas en lien avec la politique. Mais bon, c'est un peu faux en fait, c'est une sorte de protection que les États-Unis ont utilisée pour... c'était une sorte de diversion, à mon avis c'est eux qui ont créé Bitcoin. On a, et même si c'est pas eux, ils en ont profité de la même manière, comme si c'était eux qui l'ont créé au final. Parce que Bitcoin il est tracé très facilement par les agences des États-Unis.
Euh, Si on revient en 56, c'est une période que j'ai eu du mal à comprendre, pareil, et là on est dans le signe de Scorpion. Et c'est une période aussi qui est très difficile à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de cachotterie en fait. Et bah, c'est la période de la guerre froide aussi, hein. Et il y a beaucoup d'espionnage, je pense, entre les deux pays, mais je crois qu'il y avait aussi plein d'événements particuliers, que je crois qu'il y avait des guerres en Chine aussi, je crois, à cette époque-là, qui ont été cachées, du coup, en Corée du Nord et du Sud, il y a eu beaucoup de conflits, je crois, dans cette période-là. Euh, et certainement autre chose, mais j'ai pas trop étudié cette période-là, du coup, mais on a aussi en 45, du coup, la Deuxième Guerre mondiale, on a Saturne à côté du point d'éclipse, exactement à la fin de la guerre. Mais comme je dis, c'est une influence sur 2-3 ans. Donc si on revient en arrière, on a le point d'éclipse qui va rester en Cancer, je crois, hein, euh, où il va être en Lion. Non, il est en Lion. Du coup, là, on a aussi ce rapprochement qui commence à arriver, tu vois. Donc là, on a la culmination de 2 ans de galère, en fait, on va dire. Du coup, si on rapproche, on revient à 45. On est proche de Hiroshima. Hiroshima, la lune, d'ailleurs j'aurais pu prendre la charte de Hiroshima. Hiroshima, la lune, elle arrive ici dans ce signe-là, dans le signe de Cancer. Et du coup, ça c'est une période que j'ai beaucoup étudiée. J'ai notamment lu des livres de personnes qui sont nées dans cette période-là pour avoir le vécu. Et du coup, j'ai compris pas mal de choses. Notamment sur les guerres, sur le rationnement, sur la famine, etc. Et on se rend compte que, bon ça c'est ce que mon prof il m'a dit aussi, c'est que dans la guerre, et c'est quelque chose d'assez logique et évident, dans la guerre ce qui importe le plus c'est nourrir la population. Et si la population n'est pas nourrie, et ben on perd la guerre en gros. Parce que la population se révolte au bout d'un moment. Et Cancer, c'est la nourriture, en quelque sorte. C'est lié à la nourriture, parce que c'est le signe de la lune. Et c'est la lune est exaltée en taureau, donc le signe de la bouffe. Donc on voit le lien en fait entre la nourriture et le signe de la bouffe. Donc on voit le lien en fait entre la nourriture et entre la lune et taureau en fait. Un Cancer et taureau plutôt. On va revenir. Bon, on a les périodes aussi. Bon, bah, on a la période de 34, 22, 1911. Et plus on revient en arrière, plus on a des périodes qui sont. En 2025, là où les gens pensent qu'il y aura la fin du monde en quelque sorte, l'antichrist Macron, soi-disant, de certaines vidéos sur YouTube. En 2025, on a le point d'éclipse et Raoult qui est dans le signe de Poisson. Et aujourd'hui, à mon avis, pourquoi il y a beaucoup de problèmes en mer? Pourquoi les bateaux n'arrivent pas à transporter les marchandises autant qu'avant? Et il y a des conflits au niveau des transports, des marchandises, etc. Poisson, comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, et Sagittaire, qui est lié à la planète de Jupiter. Le maître de Poisson et Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, du coup, il est lié au transport. Ici, c'est le transport maritime, et ici, c'est le transport routier sur les routes terrestres. Et bien sûr, les deux sont liés. Il y a une liaison entre les deux parce que c'est tous les deux les signes de Jupiter. Donc, s'il y en a un qui est bloqué, l'autre aussi va pas fonctionner correctement parce que s'il y a des problèmes de logistique routier, bah, on va plus passer par la mer, ce qui est logique.
ou le ciel. D'ailleurs, le ciel, je pense que c'est lié à Verseau, mais je suis pas sûr. Mais en gros, les deux signes de transport les plus importants, parce que par le ciel, il n'y a pas tant de marchandises que ça qui passent. euh, les marchandises, les plus grosses quantités de marchandises passent par la route, sur le terrestre, et par la mer et par le terrestre. Et du coup, s'il y a un problème sur la mer, bah, le terrestre il en pâtit aussi parce que bah, il va y avoir des problèmes, il va y avoir plus de marchandises à transporter sur la terre que il y a sur la mer. Du coup, ça paraît logique. Je vais pas passer des heures à expliquer ça. Je vais fermer la vitre parce que plein de voitures qui passent. Plein de voitures qui passent et du coup, j'arrive pas à parler correctement. On va revenir sur la base, le sujet principal. Du coup, je voulais parler de Queen Victoria, donc j'ai fait un détour. Hein. Je voulais parler de la guerre et du terrorisme et des transports, mais j'étais obligé de faire une introduction, donc tout ça c'était l'introduction en gros. Là, on va parler du sujet vraiment concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais faire une petite pause quand même. Alors, je vais reprendre mon explication. J'ai fait une petite pause parce que c'est vraiment compliqué par rapport aux dates. Et en gros, c'est de très long terme et c'est ça qui fait que Saturne et Raoult, c'est extrêmement compliqué à expliquer parce que c'est sur de très long terme et les gens ils oublient en fait. Et c'est ça l'hypnose de Saturne, c'est que c'est tellement sur le long terme que les gens, au bout d'un moment, ils oublient ce qui s'est passé dans le passé et ils font pas le lien en fait entre le passé et le présent. Et pour prédire le futur, bah, il faut savoir ce qui s'est passé dans le passé, parce que bah, sur Terre, il y a des événements qui se sont produits, et ensuite, il va y avoir d'autres événements dans le futur qui vont ressembler partiellement à ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est ce que je vais montrer ici. Donc ici en 39, enfin la guerre de l'opium, bon c'est en français, hein, il y a un peu moins de choses, mais bon je vais faire en français, c'est plus simple. Donc les guerres de l'opium sont des conflits commencés en 39 et 56 motivés par des raisons commerciales qui opposaient la Chine, qui s'appelait Qing avant, et qui voulait interdire l'opium sur son territoire. Donc là, pourquoi la Chine voulait interdire l'opium sur son territoire? Ça c'est une question qu'on doit se poser. Le Royaume-Uni qui voulait imposer des paiements en marchandises qu'elle importait. Donc le Royaume-Uni produisait de l'opium beaucoup à travers les pays qu'ils avaient colonisés, donc notamment l'Inde. Et du coup, ils voulaient vendre cet opium-là aux Chinois. Pourquoi ils voulaient vendre de l'opium aux Chinois? Pourquoi l'opium? Deuxième question. La défaite de l'armée chinoise en 69 contre l'armée britannique alliée aux États-Unis et de la France. Donc là, on a quelque chose de particulier aussi, et ça, il faut connaître l'histoire, c'est que bon, les États-Unis sont indépendants normalement. La dépendance des États-Unis, c'était en 76. Donc il y a des dates clés ici. Et pareil, l'indépendance soi-disant de la France, c'était dans cette période-là. 1700, machin chose. Quand il y a eu Napoléon, etc. Donc il y a tout dans cette guerre-là en fait. Il y a le passé de Napoléon, il y a les États-Unis, il y a tout dans cette guerre-là. Donc ça, il y a ce contexte-là en parenthèse qu'on met en arrière en background. Parce que bah, dans cette guerre-là, il y a les États-Unis qui participent et la France. On pourrait dire que c'est juste pour gagner de l'argent. Pourquoi la France participe et les États-Unis participent à cette guerre-là? À mon avis, ils participent parce que à l'époque, il y a une hégémonie commerciale de l'Angleterre qui contrôle l'Inde. Et l'Inde, c'est un pays qui est très riche en ressources. Et bon, ils ne contrôlent pas que l'Inde, bien sûr, mais ils ont une hégémonie navale, en fait. Les Anglais de l'époque, ils ont une hégémonie navale, donc au niveau de poissons, ils ont une hégémonie. Qui est dû au fait que bah, ils sont très forts pour la construction de bateaux, etc. Et qu'ils sont une île, donc ils ont à la base l'Angleterre c'est une île qui est à côté de l'Europe, et du coup ils ont beaucoup le fait qu'ils sont une île, donc Verseau c'est la représentation de l'île. Ils ont beaucoup de force en fait au niveau naval parce qu'ils sont obligés, comme ils sont sur une île, Verseau c'est une île isolée.
Donc ça peut représenter toutes sortes d'îles, hein. Mais ici l'Angleterre c'est une île. Et du coup, comme ils sont isolés, ils sont obligés de passer par le bateau. Et il y a Saturne ici. Et pourquoi il y a Saturne ici, je ne vais pas expliquer, sinon je vais faire sa charte. Mais ce qui, pour moi, ressort... D'ailleurs, si on regarde bien ici, on a Saturne qui n'est pas très loin du point d'éclipse ici, hein. Parce que Saturne, il va arriver en bélier dans pas très longtemps. Donc si on regarde sa charte, par exemple ici, et on rajoute un an, on a la conjonction de 68, la même chose qui s'est produit en 1968. Du coup, elle a un peu cette énergie-là dans son corps. Et là, je vais parler beaucoup de bélier, du coup, et l'association à la drogue, que j'ai découvert récemment, d'ailleurs. Récemment, c'était écrit dans mes livres, mais j'avais pas fait l'association au signe, plus à Mars, parce que c'est compliqué. Du coup, on revient, je fais une petite pause pour reprendre ma respiration. Alors, on reprend, et je vais citer un passage qui est important. Le Royaume-Uni cherche à affaiblir la Chine et à la forcer à l'ouverture de ses frontières aux puissances étrangères. En gros, moi, ce que je vois ici, c'est que les Anglais, ils essayent, à travers des manœuvres commerciales, d'affaiblir la Chine. Mais c'est pas que juste des affaires commerciales, c'est qu'un pays, à l'époque, il y a le protectionnisme qui est assez flagrant de chacun des pays qui essaye de protéger son pays vraiment et sa population. Et du coup, la Chine, à cette époque-là, elle est isolée et elle dépend que d'elle-même, plus ou moins. Et il y a ce protectionnisme de l'époque et le commerce, il est plus flagrant, il y a moins de... C'est plus difficile en fait de cacher d'où vient l'argent en fait à cette époque-là. Parce qu'on a l'histoire, on a les faits en fait qui sont pas qui sont plus ou moins écrits dans tous les livres d'histoire. Et d'ailleurs j'ai regardé un documentaire sur la guerre de l'opium. Dans ce documentaire-là, qui est un documentaire fait par des occidentaux, ils ne regardent pas du tout au passé. Ils font comme s'il n'y avait rien avant. Alors que la guerre de l'opium, elle a duré sur plus de 100 ans, si on regarde bien. Et la Chine n'a pas cédé facilement. Et pourquoi elle n'a pas cédé facilement? Parce qu'elle ne voulait pas du tout faire de commerce de certaines ressources qui empêchaient en fait la population de vivre correctement. Donc l'opium ne nourrissait pas les gens. Et c'est la principale raison que la Chine ne voulait pas en importer, c'est que ça ne nourrissait pas les gens. C'était utilisé en Chine, bien sûr, pour guérir certaines personnes. C'était utilisé de manière médicale, mais pas de manière récréative. Et là, les Anglais, eux, ils voulaient que ça soit utilisé de manière récréative. Du coup, on a aussi le fait que l'Inde a été conquérie totalement par les Anglais à l'époque. L'Inde britannique, voilà quoi, la partie du sous-continent est placée sous domination britannique de 57 à 47. Voilà. Donc ici on va revenir sur sa charte et parler de ce qui se passe astrologiquement. Là j'ai parlé d'histoire, mais il faut regarder un peu l'astrologie quand même. Ici on a Mars en bélier qui est très bien placé dans le signe... Mars, c'est la planète qui est liée au signe de bélier, et du coup, ici, elle est très bien placée. Si on regarde ici, on a quelque chose de bien. Sauf que il y a le point d'éclipse, et il y a Saturne qui est juste à côté. Et Mars, il est en combustion en plus, parce qu'il est derrière le Soleil. Donc même aussi loin que le Soleil peut être à 2 signes de décalage, et toujours empêcher la lumière de Mars d'atteindre la Terre. Et c'est ce qui se produit ici. D'ailleurs, la Lune, elle est en combustion aussi, et Mercure, souvent, il est en combustion. Mais du coup, en gros, ces planètes-là, comme elles sont derrière le Soleil, elles ont beaucoup moins de force, et Mars en particulier, quand il est derrière le Soleil, ça crée beaucoup d'agressivité. D'ailleurs, il y a une explication de mon professeur qui est assez... machin. Donc je dis que quand Mars est en combustion, la personne est trop identifiée avec sa fonction de force
et de pouvoir en gros. Donc moi, la manière que j'explique ça en français, c'est que c'est souvent des personnes qui sont trop argumentatifs ou qui veulent trop montrer que c'est eux qui gagnent tout le temps. Mars, c'est le dieu de la guerre, en quelque sorte, et en gros, c'est la personne qui veut tout le temps gagner la guerre. Et du coup, même en famille, c'est des personnes qui vont être assez agressifs en fait dans la conversation parce qu'ils veulent toujours avoir raison. Et bien sûr, dans un combat, c'est des personnes qui sont compétitives, qui veulent faire beaucoup de sport, etc., mais qui exagèrent beaucoup et qui le font de manière extrême. Donc ça c'est très dangereux en fait. Et ça ressemble un peu à ce qui se passe en fait chez Hulk. Hulk, il a ce placement-là un peu. Et en gros, on a un peu l'enfant, enfin la personne qui... Quand on regarde Queen Victoria et machin, on dit bon c'est une femme, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, etc. Donc on voit le côté pur de la femme et tout. Et ça en fait c'est un peu comme l'acteur Hulk là, je sais plus comment il s'appelle l'acteur hein, qui fait Hulk. Et ben on a un peu ce côté tout doux, tout mignon, quand on regarde son visage et tout, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui est agressif. Et il y a ce sourire et tout, voilà. Et ça c'est parce qu'il y a cette vie antérieure qui est liée au signe de Balance. Sauf que ici, le maître de Balance, Vénus, il est très 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 mal placé parce qu'il se fait attaquer par le point d'éclipse et Mars. Et en gros, il se fait... Des motos qui passent. En gros, Vénus se fait détruire par ces deux planètes-là. Donc il est en très mauvaise posture, on va dire, Vénus. Et du coup, quand Vénus est mal placée, que c'est lié à la famille, à l'incarnation sur la Terre, parce que Ketu c'est lié à la famille, l'incarnation sur la Terre, et en quelque sorte, on pourrait dire aussi les vies antérieures. Quand quand Ketu est faible, parce que le maître de Ketu c'est Vénus ici, quand il est faible, ça crée beaucoup de problèmes ici, et donc la personne est forcée d'aller dans un territoire inconnu qu'elle ne maîtrise pas trop. Mais du coup, ce territoire-là, elle le maîtrise, partiellement parce que Mars il est quand même dans son signe à lui, mais en même temps elle a beaucoup de difficultés parce que il y a Saturne qui se rapproche ici de ce signe là et il y a le point d'éclipse. Donc Mars il est entre deux ennemis en fait, et du coup c'est ça qui fait que ça crée ce conflit là au niveau de la drogue, parce que Bélier c'est la conscience. Souvent on associe Poisson à la drogue, mais Bélier aussi c'est le signe juste d'à côté, et du coup il y a beaucoup en fait de similarités entre Poisson et Bélier par rapport à la conscience. Parce que Poisson c'est les pieds, et Bélier c'est la tête. C'est le chakra de la couronne, donc au niveau du front, là où il y a les cornes qui poussent normalement, les cornes du Bélier. Sauf que nous on n'a pas de cornes, mais spirituellement ça a la même signification. C'est pour ça qu'on représente ça par le Bélier. Et si on regarde Taureau, Taureau il a des cornes aussi, c'est le visage, donc c'est les cornes du visage en quelque sorte, Taureau. Et du coup, il y a une liaison aussi avec la conscience Taureau, mais qui est un peu moins forte, parce que c'est les yeux et tout ça, et du coup là, les yeux, on est sur Terre, on voit les choses, on a les sens, on a le nez, la bouche, du coup le Taureau c'est les sens, la bouche, etc. Donc pour avoir de la drogue, pour manger de la drogue, on doit déjà sentir et regarder si c'est quelque chose de bon pour nous, d'un point de vue santé. Donc Taureau c'est le signe de la santé. Et du coup, le fait ici que le maître de Taureau, il est faible, et il est lié à ses vies antérieures, on a un manque de satisfaction au niveau des choses naturelles. Donc un manque de satisfaction au niveau des choses naturelles de Taureau, qui va empêcher Bélier de fonctionner correctement. Parce que si on est en manque de quelque chose, on va vouloir en quelque sorte, il y a des moustiques qui n'arrêtent pas de me déranger, on va compenser en fait, on va vouloir compenser avec Bélier, parce que si on regarde de Balance et Bélier, c'est des signes opposés, donc quand il y a un manque ici, on va vouloir compenser de l'autre sens. Et bien sûr, il y a aussi le fait que Taureau est à côté de Bélier, donc ici il faut voir ça comme Vénus, et là comme les signes de Mars. Donc ces deux signes-là, ils sont d'ailleurs le signe de la manipulation, et on va avoir beaucoup de manipulation ici dans ce thème-là de Queen Victoria, parce que c'est une manipulatrice née, en fait, cette personne-là. Et c'est dû au fait que dans le signe de Scorpion, qui est lié à Bélier aussi, parce que c'est les deux signes de Mars, et on a des conflits ici. Et on a un conflit armé, en quelque sorte, ici,
Mais comme c'est une femme, elle va beaucoup utiliser Scorpion. Les deux se produisent en même temps. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour gagner ces guerres, elle va en fait utiliser les drogues beaucoup. Et c'est pour ça que la conscience, quand on a Bélier qui est un peu en mauvaise posture, la conscience, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon vraiment pour nous. Et on teste un peu tout sans forcément utiliser notre nez et nos sens. Et du coup, là, elle a trop utilisé son Bélier, et c'est par rapport au fait que elle a du mal avec le signe de Vénus, qui est totalement détruit ici. Et il est détruit justement par Mars. Donc on a, dans sa famille, en fait, on a un problème qui est très... sa charte est très faible, hein. Si on regarde d'un point de vue féminin, les deux planètes qui sont liées au côté féminin sont très faibles. La Lune, elle est détruite, en combustion, mais sur l'ascendant. Donc ça crée des conflits physiques ici, au niveau du côté féminin. Mais elle est très intelligente et a un côté masculin très fort. Donc c'est presque un homme, cette femme-là. Hein. C'est presque un homme. Ça se voit pas, mais c'est presque un homme. Et bien sûr, ça se produit aussi. Il y a plein de personnes qui sont comme ça aujourd'hui. Hein. C'est pas une exception. Et on pourrait presque compatir pour elle, parce que quand elle est née, elle, c'était une époque qui était très difficile pour elle, parce qu'elle était obligée d'aller dans un univers qu'elle ne contrôlait pas. Elle ne contrôle pas trop son côté Bélier. Elle donne l'impression de le contrôler, mais c'est faux. Et du coup, on pourrait dire que cette personne-là, c'est une personne qui a eu tellement de problèmes familiales à l'époque. D'ailleurs, elle est devenue reine très jeune. Et du coup, elle a dû assumer un rôle masculin très jeune. Donc, contrôler l'Angleterre de l'époque, qui a un monopoly commercial mondial, qui est le pays le plus riche du monde à cette époque-là. Et elle récupère ça. La richesse mondiale, et une richesse mondiale qui a été créée beaucoup par les guerres, et peut-être qu'il y avait aussi beaucoup d'utilisation de drogue avant cette période-là. Ça m'étonnerait pas, parce qu'elle récupère ça, c'est pas elle qui est responsable, elle prend partie de ça quand elle récupère le pays, mais elle récupère un pays qui a été construit quelque part sur peut-être du commerce illégal de drogue, etc. Donc c'est peut-être pas elle qui est responsable de ça. Du coup, si on revient sur un peu ce qui se passe au niveau politique. Du coup, on a la première guerre de l'opium, soi-disant, en 39, donc quand la reine, elle est... machin. Et du coup, en 56, quand elle commence à être un peu plus vieille, et du coup, elle commence à comprendre un peu plus les choses. Mais cette guerre-là se passe depuis 73. Et plus ou moins, là, on dit en fait que, on l'avoue en fait, que l'Empire britannique, il veut en fait provoquer la Chine pour détruire la Chine de l'intérieur. Parce que si la Chine produit beaucoup d'opium, eh ben, on a des problèmes internes. Et s'il y a des problèmes internes, l'Angleterre ensuite, elle peut venir avec un conflit armé et détruire la Chine. C'est ce qui s'est produit en fait. Et ici, on a en fait le résultat, on comprend pourquoi la Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui en regardant cette guerre-là. Et c'est chose qu'on n'explique pas forcément bien dans les livres d'histoire, ou à l'école, ou dans les documentaires, parce qu'ils oublient le reste, ils oublient le reste de l'histoire, ils mettent pas en... Ils oublient de rappeler certains événements. Donc ici, ce qui se passe, en fait, ici, la seconde guerre de l'opium se fit dans le contexte de très meurtrière révolte de Taiping. Et ça, c'est intéressant, la révolte de Taiping. Et du coup, ici, j'ai lu un peu ce qui s'est passé, et du coup, en fait, après les guerres de l'opium, la Chine était encore vivante. Il n'était pas complètement détruit, c'est un pays énorme, la Chine. Et du coup, ce qu'on voit ici, à mon avis, c'est du terrorisme. Mais c'est pas assumé par Wikipédia, ils n'assument pas que c'est du terrorisme. Mais pour moi, c'est du terrorisme. En gros, on a fondateur d'un mouvement qui est lié à la révolte de Taiping, et la révolte de Taiping, c'est ce qui a détruit la Chine de l'époque, et ce qui a ensuite créé, en fait, le régime communiste en Chine.
Du coup, si on regarde ici, le fondateur Hong Xiaokong qui avait lu des brochures religieuses de missionnaires, donc chrétiens occidentaux. Donc, on dit que ça n'a aucun rapport, hein. Officiellement il n'y a aucun rapport, ça dit. Se disait frère cadet de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il vient d'où, lui, de l'Occident ou de la Chine? Promulguer une réforme agraire, Nanking, etc. Donc il a fait plein de réformes et tout ça, patati patata, et soi-disant il était contre l'opium et le tabac. Mais bon, voilà, ça, à mon avis, je suis pas sûr, parce qu'il y avait beaucoup de... À l'époque, à mon avis, il y avait beaucoup de marchands et tout ça qui voulaient promouvoir l'opium, parce que c'était des agents, en gros, des agents britanniques, en fait, qui voulaient foutre la merde dans le pays de la Chine. Et du coup, il y avait un passage qui était intéressant que j'avais souligné. Révolte de Taiping. Je vais faire une pause pour essayer de retrouver l'endroit où j'avais... Donc, encore des moustiques. Du coup, on revient sur ce que je voulais montrer. On a ici... c'est ça que je voulais parler en fait. L'histographie communiste chinoise considère que le mouvement Taiping préfigure la révolution communiste. Par ses aspects sociaux et ses concepts égalitaires, on y remarque surtout un rapprochement avec l'idéologie marxiste. Donc ce qui s'est passé en Russie, quand il y a eu la révolution marxiste, etc., et que la Russie était dans la merde. Je vais faire une pause pour éloigner les... Alors je reviens, donc l'histographie, ici, il y a le marxisme, et ici ils disent coïncidence, car il n'y a pas eu de contact entre ces théoriciens basés en Europe et le peuple chinois à l'époque. Donc ça c'est du foutage de gueule complet, parce que depuis 1700, machin chose, si on revient sur ici, hein, depuis 1773, il y a une influence énorme, mais on est un peu comme dans un gouvernement mondial déjà. L'Angleterre règne en maître sur quasiment tout le monde, et elle a des alliés de force, et des alliés qui sont soumis totalement, presque. Et la France et les États-Unis. Donc si on regarde dans cette guerre-là, on a la France et les États-Unis qui participent à la démolition de la Chine. Et pourquoi surtout la France? Les États-Unis, on pourrait éventuellement dire qu'ils sont indépendants. Et ils vont le devenir vraiment ensuite. Mais ils sont toujours sous l'hégémonie anglaise à cette époque-là. Et la France, elle a perdu la guerre des coalitions. Et la guerre des coalitions, à mon avis, c'était l'Angleterre qui a profité le plus de cette guerre. Peu importe qui est responsable de cette guerre, a provoqué cette guerre, celui qui a profité le plus, c'est l'Angleterre. Parce qu'ils sont sur une île. Et du coup, ils n'ont eu aucun dommage direct de cette guerre de coalition qu'il y a eu en France. Sachant que dans cette guerre de coalition, c'est un peu la Première Guerre mondiale. Quand ils te disent dans le livre d'histoire la Première Guerre mondiale a eu en 14, c'est faux. La Première Guerre mondiale, en quelque sorte, hein, et il y en a eu d'autres à mon avis avant, c'est la Première Guerre de coalition qui a eu lieu à cause de Napoléon. Et Napoléon, c'est particulier. Et du coup, la France de cette époque-là, elle est liée au roi qui est un peu castré, on va dire, le roi Louis-Philippe. Et si on regarde son astrologie, il n'y a que son Mars qui est fort dans son astrologie, et il a un peu la même chose en fait que la reine d'Angleterre, c'est-à-dire que ce Vénus-là, il est détruit par Mars et par le point d'éclipse ici. Il y a Jupiter qui aide un peu, mais Jupiter se fait destroy aussi se fait détruire par Mars. Et du coup, bah, on a deux planètes qui sont détruites ici, mais principalement Vénus. Et bah, c'est la même chose que ce qui se passe un peu chez Queen Victoria. Mais ici c'est pire, hein, parce que ici il y a le soleil en balance qui est faible, on a Saturne qui est pas trop loin du point d'éclipse et ce qui détruit Vierge. Donc on a quelqu'un qui est très isolé, et à ce qui paraît, enfin, il y a une personne qui est très isolée. Si vous regardez un peu l'historique de Louis-Philippe, hein, mais je vais pas parler trop de lui, mais en gros il est roi de France à cette époque-là, enfin roi de France. Entre parenthèses, roi de France à mon avis il est juste un général en fait des Anglais qui exécute un peu, ou qui soit c'est un général des Anglais, donc directement un sous-officier de la reine d'Angleterre, ou soit c'est quelqu'un qui
qui est tellement qui ne peut rien faire en fait, parce que les Anglais dominent économiquement, donc s'il se lance dans une guerre contre les Anglais, bah, il va forcément la perdre. Et en gros, ici, on a quelqu'un qui est dépossédé, et que le seul truc qui lui reste, c'est un peu de force martienne. Et du coup, c'est un peu la même chose que Queen Victoria, sauf que Queen Victoria, elle est censée être la reine d'Angleterre. Mais bon. Après, elle a un côté masculin très fort, par contre. Du coup, tandis que lui, Louis-Philippe, il est castré, hein. Le soleil en balance avec le point d'éclipse, c'est un castrage. C'est un castrage vraiment très fort, on va dire. Sachant que Saturne n'est pas trop loin non plus. Du coup, on revient à l'histoire. C'est pas le bon machin. On revient à l'histoire. En 1912, on a la République de Chine et le communisme. Et du coup, la fin de la dynastie Qing. Du coup, la Chine devient castrée à cette époque-là. C'est la fin de la Chine, en quelque sorte. Et en gros, c'est qui a détruit la Chine? Bah, c'est les Anglais, les Américains et les Français. Et aujourd'hui, quand on parle de la Chine, on oublie cette partie de l'histoire-là. La Chine a une revanche en quelque sorte contre les Occidentaux, mais sauf elle n'a pas, elle le fait d'une manière économique. Il y a une guerre économique entre la Chine et l'Occident. Et la Russie, pareil, la Russie avait perdu la guerre économique et elle avait continué la guerre. Et là, on va revenir sur Poutine. Donc là, j'ai montré un peu, j'ai mis en évidence un peu, hein, juste avant, que cette guerre-là, c'est du terrorisme, en quelque sorte. C'est du terrorisme économique. À cause des Anglais, etc. Donc il y a plein de choses qui se sont passées pendant ces périodes-là, et on pourrait étudier ça et montrer un peu ce qui s'est passé dans ces périodes-là. On va revenir maintenant à Poutine. Et je vais faire une pause pour retrouver les bons documents que je voulais montrer. Donc je vais montrer ça quand même. Au début du 19e siècle, la contrebande de l'opium en Chine devient un enjeu commercial majeur pour la Grande-Bretagne. L'Empire du Milieu tente d'interdire la vente de cette drogue, donc la Chine tente d'interdire, mais il y a encore des moyens. Et y a-t-il encore des moyens de s'opposer à la plus grande puissance de l'Occident? Donc là, il parle de l'Angleterre. Donc ça, c'est quelque chose d'officiel, hein, donc c'est le monde, etc. Donc ici, on dit clairement que la Chine ne pouvait plus s'opposer à l'Angleterre. Et c'est assez flagrant par rapport à la position qu'ils avaient. Sauf que ça, c'est pas forcément reconnu à l'intérieur même de Wikipédia. Donc ils se contredisent totalement, hein. Je suis désolé, mais ils se contredisent totalement. Juste montrer ça quand même pour ceux qui ont encore des doutes. Et je vais fermer un peu ça. Ça, on va passer à autre chose. Et je vais faire une... Alors ici, je vais parler de Poutine et ensuite des années 2000, quand Poutine a commencé à devenir important. Mais bon, il était déjà important avant, mais il n'était pas sur la scène politique totalement. Parce qu'il était un agent des services russes. Et ici, en fait, en 99, il y a la première présentation de l'ancien président et il montre Poutine comme une personne importante. Donc ça, c'est en 99. Et ensuite, on a inauguration de Poutine en 2000. Donc le 7 mai 2000, on a l'inauguration de Poutine qui devient président de la Russie. Mais avant, on a une attaque terroriste sur le territoire de la Russie. Donc on ne sait pas officiellement, il y a des contradictions entre le récit russe et le récit occidental. Et je vais montrer ça du coup. Et je vais faire le lien aussi avec le passé que j'ai montré tout à l'heure. Donc si on revient ici, l'attentat en 99, il a eu lieu à Baïnask. Et bon, les Occidentaux, ils sont quasiment pas du tout au courant de ces attentats-là, comparé aux attentats de 2001, septembre 2001, quasiment personne ne fait référence à ces attentats-là. Mais c'est important parce que c'est sur la même période et c'est juste avant l'inauguration de Poutine. Du coup, ici, on est à la frontière russe. Et ça, avant, c'était un territoire nomade avant. Il faut préciser qu'ici, c'est un territoire musulman, russe, qui était repris par les Russes. Parce que avant c'était les nomades qui vivaient ici. Avant ça s'appelait la Horde Great. Enfin,
Ça s'appelait la Golden Horde, donc la Horde d'or, dans les années 1150. Et du coup, pareil, l'Ukraine ici, c'est une partie de l'Ukraine qui était conquis par les Mongols de l'époque. Et du coup, qui sont restés un peu, qui ont une influence toujours sur ces territoires-là, parce qu'ils sont musulmans, en grande partie. Et ici, on a la Crimée. Et là, on a aussi des territoires qui étaient un peu, qui étaient orthodoxes à la base, parce que ici, c'était le territoire, avant la Turquie, c'était totalement orthodoxe, comme la Grèce, et la Bulgarie, Kosovo, Serbie, Roumanie, Moldavia, etc. Et une partie de l'Ukraine ici qui s'appelait Lituanie avant. Tous ces territoires-là, c'était orthodoxe. Arménie, ils étaient coptes un peu orthodoxes. Et bon, on a un mix en fait, où les musulmans ici, sur la Turquie, avant l'Empire ottoman, avaient conquis tous ces territoires-là. Et du coup, ils avaient une influence énorme. Et la Russie a repoussé les envahisseurs en quelque sorte de ce côté-là. Et ils avaient aussi repoussé les envahisseurs de ce côté-là. Donc ils avaient reconquis les territoires musulmans et nomades, et aussi de la Turquie en partie. Du coup, la Russie, à une époque, était le principal ennemi de la Turquie. Et aussi les ennemis, en quelque sorte, des peuples nomades qui sont restés ici, le Kazakhstan, la Mongolie, qui n'ont pas été totalement conquis par la Russie. Mais ici, pareil, on a des territoires nomades de la Russie, ou des cultures qui sont nomades beaucoup sur les bordures, on va dire, de la Russie. Normalement, la Russie, c'est ici, les vrais Russes, ils sont de ce côté-là. Tout autour, c'est beaucoup de nomades, etc. Donc, des peuples particuliers. Ça, il faut prendre en compte dans l'histoire. Et du coup, ici, on a un attentat ici, mais on a eu aussi des attentats à Moscou dans cette période-là, les quelques mois d'après. Mais le premier attentat, il se fait ici. Et il a été fait ici parce qu'en Azerbaïdjan, à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelait Azerbaïdjan à l'époque, mais en gros, il y avait des terroristes ici qui ont fuité, qui ont franchi la frontière en quelque sorte. Ça, c'est l'histoire officielle. En gros. Du coup, ici, on a russienne, appartement de série d'explosions qui a été créé, qui a été fait en septembre 99, qui a tué plus de 300 personnes, etc. Et qui a créé une vague de peur. Donc, les bombes avec l'invasion du Daghestan a provoqué la deuxième guerre de la Tchétchénie. Du coup, il y a eu une guerre de la Tchétchénie, on avait déjà eu une première, et c'est Vladimir Poutine qui a eu la gestion de cette guerre-là. Selon le discours russe, ces terroristes-là sont des agents, ne sont pas des terroristes. Donc on retrouve le même discours de l'Ukraine. Sauf que, bon, moi, je ne crois ni l'un ni l'autre. Je regarde les faits. On va regarder les faits. Qui a commis les attentats de 99? Un millier de combattants tchétchènes acharnés menés par un chef de guerre. Et voilà. Donc là, on a des récits, etc. Et on a Vladimir Poutine, du coup, qui, soi-disant, d'après la version américaine, Vladimir Poutine, en fait, c'est de ça que je voulais parler. La version officielle américaine, elle est assez spéciale. Je sais plus où je l'ai lu, mais c'est dans un des documents. Mais en gros, les Américains, ils sont assez subtils et ils disent plus ou moins que les responsables, que Poutine a utilisé les guerres de Tchétchénie et les attentats pour devenir président. C'est-à-dire que selon eux, c'est important, hein, faut bien comprendre ce que je dis là. Selon les Américains et beaucoup de médias américains, Vladimir Poutine serait devenu président parce qu'il a fait une attaque false flag. False flag, c'est on fait semblant d'attaquer son propre pays
pour dire qu'il y a un danger extérieur et du coup, il faut que je vienne sur la scène politique, il faut que je suis le sauveur en quelque sorte. C'est une stratégie de guerre qui, si vous regardez sur Wikipédia, attaque false flag, attaque sous faux drapeau en français. En gros, c'est une stratégie de guerre où on attaque son propre pays. D'ailleurs, Hitler, il l'aurait fait, soi-disant. Il a brûlé un de ses buildings politiques, enfin les gouvernementaux, un des bâtiments de l'époque, a été brûlé et soi-disant c'est Hitler lui-même qui aurait brûlé ce bâtiment-là pour accuser ensuite ses ennemis et dire que bah voilà, il y a une menace et du coup je dois devenir président. En gros, les États-Unis disent que que Vladimir Poutine aurait fait ça. Du coup, les États-Unis, quelque part, les médias états-uniens, ils reconnaissent que c'est une stratégie de guerre qui existe, vu qu'ils accusent Vladimir Poutine de l'avoir fait. Et du coup, ça c'est en 99. Et on n'en parle pas du tout dans les médias actuels. Et si on revient, du coup, 2 ans en avant, du coup, la date du 11 septembre, on pourrait la voir aussi. Hein. Je fais une petite pause et mettre la date du 11 septembre. Du coup, si on revient sur le 11 septembre, au moment où le 11 septembre, il y a eu les 2 avions qui ont écrasé les 2 tours, on a la Lune à côté de Saturne, dans le signe de Gémeaux, et on a Raoult qui va arriver dans le signe de Gémeaux. Du coup, c'est la même chose que ce qui s'est produit quand j'ai dit ici qu'en 2002, on a une date particulière, là. Date 5. Non, c'est pas celle-là. On va revenir ici pour voir où est cette date-là, en 2002. Voilà. Donc la date 5, ici, on a la conjonction qui va se produire en 2002, en juin 2002. Mais juste avant, il commence à avoir cette influence-là. Et du coup, si on revient en septembre, si je retrouve la date, ici, on a le point d'éclipse qui va arriver et qui est du coup à côté de la Lune. Hein. Ils sont à 5 degrés, hein, donc la Lune, elle se fait démolir par ces 2 planètes-là. Et ça, c'est au moment du 11 septembre. Le 11 septembre, le récit officiel des États-Unis, c'est que on a utilisé, enfin, il y a eu une attaque sur des bâtiments gouvernementaux ou très importants, et du coup, on doit aller en guerre contre l'Irak ou Saddam Hussein, enfin, on sait pas vraiment au final. Il y a une confusion, les gens ils savent pas vraiment. Enfin, moi, j'ai fait des recherches là-dessus, mais en gros, on doit attaquer les terroristes. On sait pas vraiment quel pays, et c'est une menace un peu floue. Et du coup, ce flou-là, cette paranoïa-là, elle est due à ce Raoult-là, qui est à côté de la Lune et à côté de Saturne. Donc les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Vraiment. Et beaucoup de documentaires qui sont sortis en 2013 et qui ont commencé à fuiter beaucoup sur Internet les années suivantes, bon, même 2003, je pense qu'il y a eu beaucoup qui a commencé à avoir des fuites, mais en 2013... là où le prochain point d'éclipse il va arriver ici avec Saturne, donc là quand il y a la création du Bitcoin, beaucoup de personnes commencent à comprendre ce qui s'est passé. Et moi c'est dans cette période-là que j'ai compris vraiment, parce que c'était beaucoup diffusé sur YouTube ce qui se passait, ou du moins la théorie du complot. Et la théorie du complot, c'est marrant, c'est que les États-Unis ont accusé en 99 Poutine de comploter et de prendre le pouvoir par une attaque false flag. Et en 2001, ces mêmes personnes qui disent que c'est impossible, que l'attaque false flag ça n'existe pas, que c'est des choses qui sont des dessins animés ou des choses virtuelles qui n'existent pas, c'est impossible pour eux. Hein. Pour eux, en 2001, quand il y a eu l'attaque false flag, pour moi c'est une possible attaque false flag de ces avions-là, les États-Unis refusent totalement le concept de false flag. Ça n'existe plus. Tout d'un coup, le false flag, l'attaque piège false flag, ça n'existe pas. En 2001, quand il y a eu les discours officiels, pour eux, c'était catégorique. C'était impossible. Ils ont rejeté l'idée elle-même, comme si c'était virtuel. Sauf que 1 an ou 2 ans auparavant, ils ont accusé le président russe de le faire. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, et je vais revenir un peu sur les... Et du coup, si on revient ici un peu sur le document officiel, hein, Le Monde, ils disent qu'en 99,
Poutine, il lutte contre des terroristes qui sont à côté de sa frontière. Et il fait une sorte de warning, il prévient tous les pays occidentaux qu'il y a un danger dont le Kremlin a cessé d'agiter la menace ces dernières années sans jamais réussir à convaincre l'Occident. Donc quand l'Occident est surpris de l'attaque du 11 septembre 2001, c'est un gros foutage de gueule, parce que je suis désolé, les États-Unis, ils étaient en guerre contre les Russes toujours à cette époque-là, mais une guerre économique. Et ils étaient contre la Russie, c'est-à-dire que les Américains, les diplomates américains et les médias américains, le monde, ils ont dit que le président russe de l'époque, Vladimir Poutine, il était en train de faire de la guerre, une guerre illégale, soi-disant, contre les Tchétchènes. Selon les Américains, il aurait dû se laisser faire. C'est le discours des États-Unis. Hein. Si on lit ce qui est écrit là, en gros, il n'aurait pas dû attaquer ce pays-là. Et c'est le résultat de l'annexion, en fait, de ces parties-là du monde. Si on regarde ici, on a l'annexion de la Crimée ici, qui est un territoire mongol, ancien territoire mongol. Et ici, on a le Daghestan et on a la frontière. On a une montagne ici. Hein. La frontière, elle est pas juste virtuelle. Il y a une montagne vraiment ici, donc c'est la montagne du Caucase. Si on revient sur cette image-là, on voit un peu mieux. Ici, on a la Crimée. Et là, on a une montagne ici. Et du coup, il y a une vraie frontière. Et les terroristes, soi-disant, ils venaient d'ici. Sauf que c'est qui a armé les terroristes? Est-ce que c'est les Russes? Ou est-ce que c'est les Américains? Moi, à mon avis, c'est les Américains. Et si on suit la Queen Victoria, elle est le descendant, enfin, elle est le patriarche des États-Unis, si tu regardes bien. Parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils avaient l'hégémonie commerciale à une époque. Et pendant cette époque-là, on voit l'utilisation de la drogue, de la manipulation, et ils ont détruit la Chine grâce à ça. Et la Chine, elle est retournée au Moyen-Âge. Alors que la Chine, à l'époque, à mon avis, c'était un pays très riche, avec beaucoup de potentiel, avant la prise du Parti communiste en 1900. Et en 1900, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? La même chose qu'en Russie pendant la période communiste, c'est-à-dire qu'on a eu une période très difficile, avec beaucoup de corruption interne. Et en gros, à mon avis, la Russie et la Chine, pendant cette période-là, ils étaient sous domination des États-Unis. De la même manière qu'avant, ils étaient sous la domination des Anglais, par rapport au fait que les Anglais contrôlaient les routes maritimes. Donc le fait que les Anglais et ensuite les Américains contrôlaient les routes maritimes, ils avaient l'hégémonie économique. Du coup, ils contrôlaient le monde. Le fait de contrôler l'économie mondiale fait que tu contrôles le monde. Et le seul moyen de résister, c'est d'être un pays comme la Russie ou la Chine, c'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources internes dans ces pays-là qui peuvent être presque totalement indépendants sans utiliser de ressources de l'extérieur pour nourrir la population. Du coup, la Chine et la Russie sont des ennemis, en fait, jurés des États-Unis et de l'Angleterre, de ces périodes-là, et de la France et de l'Occident, qui sont aussi soumis à l'hégémonie économique des États-Unis et avant de l'Angleterre. Ce que je veux montrer aussi, c'est que les USA, ils étaient une colonie des Anglais auparavant, et ils ont pris, soi-disant, leur indépendance. Mais ce qui a pu se passer aussi, c'est que le roi ou celui qui contrôle l'Angleterre, je ne sais pas si c'est la Queen Victoria ou quelqu'un d'autre, mais il y a peut-être eu quelqu'un de caché ou elle-même la reine qui a cédé, enfin qui a voulu changer peut-être de capitale. C'est-à-dire que l'Angleterre à un moment elle contrôlait beaucoup de territoires. Et du coup admettons qu'elle voulait utiliser un pays comme sa maison en quelque sorte, ou sa capitale, c'est-à-dire que son vrai pays de naissance c'est l'Angleterre, mais admettons qu'à un moment ils ont envie de changer
de capital et ils se mettent aux États-Unis, par exemple. Et ils font comme si que les États-Unis se sont révoltés. Mais bon, peu importe au final. Parce que même si ça s'est pas produit, les États-Unis, c'est un enfant des Anglais. Les Anglais, on voit comment ils se sont comportés pendant les guerres de l'opium. Ça, c'est factuel. Ils ont utilisé l'opium pour détruire la Chine. Quel autre pays ils ont utilisé les drogues pour détruire d'autres pays? Et les États-Unis sont souvent connectés à la drogue. Au Mexique, la frontière au niveau du Mexique et le Texas qui veut faire sécession actuellement. Au Mexique, il y a des problèmes de drogue majeurs et beaucoup pensent que c'est les Américains qui ont créé ces problèmes-là. Et on a aussi beaucoup de récits dans les pays qui ont été conquis par les Américains où il y avait du blanchissement d'argent avec les drogues, etc. Donc, le passé des États-Unis est beaucoup lié à la drogue et celui des Anglais aussi. Donc, que ce soit qu'on croit l'histoire complotiste ou pas, au final, il y a un lien entre les deux et c'est un peu comme si l'Angleterre c'était, comme si les États-Unis c'était le fils des Anglais. Du coup, quand on suit un peu l'histoire officielle, on se rend compte qu'il n'y a pas une si grande différence que ça entre les Anglais et les Américains. Donc voilà, je pense que j'ai fini ma vidéo et je vais faire une autre vidéo ensuite sur cette période-là parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette période-là. Et vraiment, par exemple ici en 91, on a la sortie de Linux et on a aussi le début de la guerre qui est liée à Verseau et Capricorne, c'est-à-dire la guerre informatique. Donc il y a beaucoup de cette guerre aussi qui s'est passée en informatique, et notamment en 2013 quand il y a eu Bitcoin. Donc il y a aussi, comme je le dis, il y a une guerre physique qui est liée à Bélier et à la manipulation de Scorpion, mais il y a aussi une guerre économique et technologique surtout. Pourquoi les Chinois se sont fait battre? Parce que technologiquement, au bout d'un moment, ils étaient inférieurs, parce que, à conscience. Si on revient sur la charte de Queen Victoria, la conscience du bélier, c'est la technologie. C'est-à-dire que la conscience humaine, le soleil, le côté masculin, la conscience divine et la création, enfin les idées, etc., pour avancer, sont liés à la conscience de bélier. Et du coup, pour avancer, quand on avance sa conscience, on avance sa technologie, et du coup, on peut dominer plus facilement le monde. Donc, c'est pas que la force physique bélier, c'est aussi l'intelligence. Et l'intelligence qui est aussi liée à Scorpion, donc la manipulation. Du coup, pourquoi les Anglais ont démoli les Chinois? C'est que sur le long terme, ils sont avancés beaucoup plus rapidement que les Chinois. Et du coup, voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. On a aussi la charte des États-Unis, hein, mais ici, je vais pas parler de ça, ça va être trop long. Du coup, voilà, pour cette vidéo-là, donc j'ai parlé beaucoup de drogue, de guerre, de manipulation, de la perte de l'hégémonie de certaines... de la perte de l'hégémonie. Les Anglais, ils avaient l'hégémonie, ensuite c'est les Américains, et actuellement, on a un revirement de situation où on ne sait pas c'est qui va dominer ensuite. Est-ce que c'est les Anglais, c'est les Américains qui vont continuer à dominer le monde, ou est-ce que la Chine et la Russie, ou peut-être il y aura une période de paix à un moment, on ne sait pas. Du coup, voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.